Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Mon demi-frère a falsifié mes rapports médicaux pour m'empêcher de partir en voyage avec ma famille, mais j'ai découvert qu'il avait abandonné l'université, volait de l'argent. Bonjour, l'incident dont je vais parler aujourd'hui est survenu entre moi, 23 ans, et mon demi-frère, 23 ans. Nous allons l'appeler Tom pour le bien de l'histoire. J'ai été adopté par mon beau-père pendant mon adolescence, après que mon père biologique a quitté ma mère pour quelqu'un qu'il appréciait. Ma mère n'était pas en bonne santé, et la raison de mon père était qu'il ne pouvait pas supporter le fardeau que représentait ma mère. Après le divorce, ma mère a rencontré mon beau-père à l'hôpital, où il l'a soigné en tant que médecin. Ils ont senti une connexion et se sont rapidement mariés. Mon beau-père était veuf et avait un fils, Tom. Tom ne m'aimait pas, ni ma mère, depuis le début. Au début, mes parents pensaient que c'était une réaction normale à la nouvelle dynamique familiale, mais le comportement de Tom n'a pas beaucoup changé au fil des années. Il n'était pas ouvertement cruel envers moi et ma mère, mais il restait distant et extrêmement impoli. Par exemple, nous fréquentions la même école, mais il ne me reconnaissait pas comme sa sœur, ni ne m'invitait à jouer avec ses amis. Peu de temps après leur mariage, ma mère est tombée gravement malade, et il a été révélé qu'elle souffrait d'un cancer en phase terminale, stade 4, et qu'elle n'allait pas vivre encore longtemps. C'est alors que mon beau-père a décidé de m'adopter, pour que j'aie quelqu'un à appeler « famille » après la mort de ma mère. Même lors des funérailles de ma mère, Tom n'a pas vraiment participé. En fait, il avait prévu des vacances avec ses amis le jour même de la veillée funèbre, et n'a annulé son voyage qu'après de nombreuses insistances et beaucoup de drames de la part de son père. Mon beau-père a toujours été très gentil avec moi durant mon enfance et ne m'a jamais fait sentir comme une étrangère, mais il était tellement occupé par son travail qu'il était rarement à la maison. Ainsi, seul avec Tom, nous avons eu beaucoup de disputes bêtes. Une chose que j'ai remarquée à son sujet, c'est qu'il était un enfant gâté. Tom était un étudiant au-dessus de la moyenne, mais il n'a pas réussi à entrer dans une bonne université. En revanche, j'étais une élève très performante, et je savais que j'entrerais dans une excellente université. Nous avions tous deux prévu de poursuivre des études en médecine après la fin de nos études secondaires. Sa motivation était l'argent, et la mienne, devenir médecin comme mon beau-père. Nous nous voyions rarement après avoir quitté la maison pour l'université, seulement pendant les vacances en famille avec papa. Je n'avais aucun contact avec Tom en dehors de la maison, et c'était seulement lors de nos réunions semestrielles que j'apprenais qu'il passait son temps et son argent à faire la fête avec ses amis. Mais cela ne m'importait pas. Après notre diplôme, nous avons tous les deux tenté le concours d'entrée en école de médecine. J'ai réussi du premier coup, tandis que Tom a échoué. À partir de ce moment, son antipathie pour moi s'est transformée en jalousie. Mon beau-père était ravi de mon succès et a prévu de courtes vacances d'une semaine au Cambodge pour Tom et moi. Tom a hésité au début, mais il a accepté après que papa l'ait convaincu en lui assurant qu'il suivrait personnellement ses progrès pour sa prochaine tentative. J'étais juste excitée à l'idée de passer du temps libre après avoir travaillé si dur. Notre vol était prévu en soirée, et dans l'après-midi, mon beau-père est venu me voir dans ma chambre, un peu stressé. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, et c'est alors qu'il m'a dit qu'il ne serait peut-être pas possible pour moi de partir en vacances avec eux. J'étais confuse et lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a expliqué que Tom avait fouillé dans son placard pour trouver d'anciens livres, et c'est là qu'il avait découvert des rapports médicaux qui m'appartenaient. Il m'a dit que ma mère ne lui avait jamais montré ces documents, et qu'il disait que j'avais une maladie cardiaque depuis mon enfance, ce qui rendait dangereux pour moi de voyager en avion. Mon beau-père m'a montré les rapports, et ils semblaient authentiques. J'étais déçue, et mon beau-père a décidé d'annuler tout le voyage. Je n'aimais pas cette idée, car il était lui aussi très excité par le voyage. Je l'ai donc encouragé à partir avec Tom, lui assurant que je serais bien à la maison pour le week-end. Après beaucoup d'allers-retours, ils ont finalement décidé de partir sans moi. La semaine qui a suivi a été plus animée que je ne l'avais imaginé. Mon beau-père m'envoyait constamment des photos de leurs vacances, et je répondais de manière désintéressée juste pour lui faire plaisir. J'étais curieuse à propos de ces rapports médicaux et j'ai décidé de faire des recherches sur la maladie cardiaque que j'étais censée avoir.
Avec l'aide de Google et de quelques amis que j'avais rencontrés pendant mes préparatifs pour l'examen d'entrée, j'ai découvert que la maladie était héréditaire. Comme j'avais beaucoup de temps libre, j'ai décidé de rechercher les rapports médicaux de ma mère pour voir si elle avait la maladie, mais à ma grande surprise, elle ne l'avait pas. Je me suis alors dit que la maladie pouvait provenir du côté de mon père biologique. Mon père biologique n'était pas une bonne personne, il avait déjà été en prison plusieurs fois, et il y était encore à ce moment-là. J'ai pensé à demander ces informations médicales à la prison, car j'avais besoin de les connaître pour ma propre santé. Ils m'ont dit qu'ils devraient signer une autorisation pour que j'y ai accès, et qu'ils me recontacteraient si cela devenait possible. Je ne pensais pas que cela arriverait, mais 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de la prison me disant que mon père biologique avait signé les documents, et que je pouvais récupérer ses rapports médicaux. Il s'est avéré qu'il n'avait pas non plus la maladie mentionnée dans mes rapports. Il ne restait alors que 2 options, soit je n'étais pas l'enfant de mon père biologique, soit les rapports étaient faux. La deuxième option semblait la plus probable, car dans les rapports de ma mère, j'ai trouvé un test de paternité qui prouvait que j'étais bien l'enfant biologique de mes 2 parents. Dès que j'ai réalisé cela, j'ai appelé mes amis pour leur dire à quel point j'étais confuse. L'un d'eux m'a dit qu'il était assez facile de falsifier des rapports médicaux pour une certaine somme d'argent. En entendant cela, mon premier soupçon s'est porté sur Tom, puisqu'il était celui qui avait trouvé les rapports et les avait montrés à mon père. Je me suis précipitée dans la chambre de Tom et j'ai commencé à fouiller. Je me sentais mal d'envahir sa vie privée, mais j'avais besoin de connaître la vérité. Dans son bureau, sous une pile de papier, j'ai trouvé un brouillon des rapports médicaux. Il y avait des notes écrites de la main de Tom, détaillant comment créer une falsification convaincante. J'étais choquée. Je savais qu'il ne m'aimait pas, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il aille aussi loin. J'ai également trouvé un journal suspect, mais j'étais trop bouleversée pour lire davantage. J'avais envie de tout raconter à mon père sur le champ, mais j'ai décidé de ne pas gâcher ses vacances. Le lendemain, après avoir rassemblé mes pensées, j'ai décidé de retourner dans la chambre de Tom et de la ranger un peu. Je suis tombée sur ce journal noir une nouvelle fois, et après beaucoup de réflexion, j'ai décidé de l'ouvrir et de le lire. Ce que j'ai découvert était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer dans mes rêves les plus fous. Le journal contenait des entrées quotidiennes sur l'argent et le temps que Tom passait à l'université, une grande partie étant consacrée à quelques personnes seulement, dont les numéros de téléphone étaient inscrits à côté de leur nom. J'ai rassemblé tout mon courage et appelé un de ces numéros. En parlant avec la personne au bout du fil, j'ai compris qu'il s'agissait de créanciers. En obtenant plus d'informations, sous le faux prétexte que Tom avait disparu et que j'étais sa sœur essayant de le retrouver, j'ai découvert que ces types lui avaient prêté beaucoup d'argent qu'il avait perdu en pariant. En regardant plus loin dans le journal, j'ai trouvé le numéro de téléphone d'un de ses colocataires et décidé de l'appeler. Je lui ai demandé des nouvelles de Tom, et il m'a tout raconté. Ce gars n'avait plus de contact avec Tom depuis 3 ans. Ils étaient colocataires durant la première année, mais Tom ne prenait pas ses études au sérieux et s'était impliqué dans les drogues et les jeux d'argent dès les 6 premiers mois. Il avait essayé de remettre Tom sur le droit chemin, mais après un certain temps, il a décidé qu'il valait mieux s'occuper de ses propres affaires et a demandé un changement de chambre plus tard. Mon beau-père, ayant les moyens financiers, avait financé notre éducation jusqu'à présent et envoyait de l'argent pour les frais de scolarité ainsi que pour quelques dépenses supplémentaires lorsque cela était nécessaire. Cependant, Tom avait développé une addiction au jeu et avait quitté l'université après 1 an. Selon son colocataire, Tom empruntait de l'argent auprès de créanciers pour jouer et remboursait les dettes avec l'argent que notre père lui envoyait pour ses études. Personne dans notre famille, y compris la famille élargie, n'était au courant de tout cela. Tom aurait pu passer le concours d'entrée sans diplôme, mais même s'il l'avait réussi, il n'aurait jamais pu entrer en école de médecine, car il n'avait pas de diplôme préalable. Il m'a fallu quelques heures pour digérer toutes ces informations et comprendre à quel point Tom était un fraudeur. Auparavant, je ne comprenais pas pourquoi ils ne voulaient pas que je parte en vacances avec eux, mais maintenant que beaucoup de choses étaient plus claires, j'ai attendu impatiemment le retour de mon beau-père et de Tom. Ils sont revenus 2 jours plus tard comme prévu. Ils avaient tous 2 l'air assez heureux, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui allait leur arriver. Après qu'ils se soient détendus un peu, j'ai demandé à mon père si je pouvais lui parler de quelque chose. Tom a fait une grimace et s'est levé pour partir, mais je lui ai demandé de rester, car c'était crucial.
J'ai d'abord montré à mon père mes rapports médicaux et lui ai demandé s'il savait d'où ils provenaient. Il m'a dit que, comme ils avaient été faits avant son mariage avec ma mère, il n'avait aucune idée de leur origine, car il n'était pas familier avec la ville natale de ma mère. Je voyais que le visage de Tom devenait rouge. Mon père a demandé pourquoi je posais cette question, et je lui ai raconté toutes les petites recherches que j'avais faites pendant le week-end, et comment j'avais découvert qu'il n'y avait aucun moyen que j'aie cette maladie. Je ne lui avais pas encore parlé de Tom, espérant qu'il se dénoncerait lui-même, mais il est resté assis, silencieux et apeuré. Après avoir revérifié les rapports médicaux de mon père biologique et de ma mère, mon beau-père était tout aussi confus. C'est alors que j'ai demandé à Tom s'il souhaitait intervenir. Son visage est devenu livide, et il a secoué la tête en signe de non, tout en jouant nerveusement avec son téléphone. Je me suis ensuite tournée vers mon père et lui ai tout raconté, comment j'avais trouvé les faux rapports dans la chambre de Tom, comment j'avais demandé conseil à certains de mes amis qui m'avaient dit qu'il était possible de fabriquer de faux rapports médicaux. Mon père était aussi choqué que je l'avais été la première fois, et il s'est tourné vers Tom, qui était au bord des larmes. J'ai décidé que je voulais d'abord obtenir une réponse sur pourquoi il voulait m'exclure du voyage, et ensuite révéler la vérité sur sa vie secrète. Mon père a commencé à lui crier dessus, lui demandant d'où venaient les rapports et pourquoi il avait fait quelque chose comme ça. Tom est resté silencieux pendant longtemps avant de finalement briser le silence. Il a dit qu'après la mort de ma mère, notre père avait porté beaucoup plus d'attention à moi qu'à lui. Il m'en voulait depuis toujours pour avoir volé son père, et cette limite a été franchie lorsque j'ai réussi l'examen d'entrée en médecine et que lui a échoué. Il a affirmé qu'il n'y avait aucune malveillance de sa part, qu'il voulait simplement passer une semaine seul avec son père. Il a également dit à mon père qu'il avait obtenu les rapports grâce à un ami de l'université qui avait des contacts. Mon père était extrêmement en colère contre lui, tellement en colère qu'il n'a même pas pu le regarder. Il s'est tourné vers moi, les larmes aux yeux, et s'est excusé pour le comportement stupide de Tom. Tom, quant à lui, pleurait également abondamment, demandant pardon à la fois à moi et à son père. J'ai pris mon père dans mes bras et lui ai dit qu'il n'était en rien responsable de tout cela. Je me suis ensuite tournée vers Tom et lui ai demandé s'il voulait encore dire quelque chose à notre père avant que je ne révèle la vérité. Mon père était extrêmement confus par tout cela, et Tom a réalisé ce qui se passait. Ses larmes se sont immédiatement arrêtées, et il s'est précipité dans sa chambre. Avant que je puisse dire quoi que ce soit à mon père, Tom est revenu de sa chambre avec un sac sur l'épaule. Mon père a essayé de le retenir, mais Tom s'est précipité hors de la maison et s'est installé dans un Uber qu'il avait appelé. Mon père était trop bouleversé par tout cela et s'est assis pour se calmer. Nous avons essayé de contacter Tom par téléphone, mais il ne répondait pas. Je n'ai toujours pas raconté à mon père la vérité sur la vie alternative de Tom, car j'avais peur que cela ne nuise à sa santé, et jouer avec sa santé est la dernière chose que je voudrais faire. Je lui dirai quand je trouverai le bon moment, en attendant d'avoir des nouvelles de Tom, qui est parti précipitamment. Mise à jour 1. Après le départ de Tom, nous avons reçu un appel de sa tante maternelle, qui l'avait vu passer devant sa maison en voiture et a demandé s'il était en visite. Le fait d'avoir des nouvelles de Tom a calmé un peu mon père. Elle a dit qu'il n'était pas venu chez elle, mais qu'elle allait l'appeler pour voir s'il voulait passer la nuit, car elle avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Mon père l'a remercié et a raccroché. Quelques heures plus tard, il a reçu un message de la tante disant que Tom était avec elle et qu'il était en sécurité. Mon père s'est immédiatement préparé à aller chercher Tom, mais c'était le bon moment pour que je lui raconte ce que j'avais découvert. Je lui ai demandé d'attendre et de s'asseoir, car il y avait quelque chose de beaucoup plus important que je souhaitais lui révéler. Je suis allée dans ma chambre et j'ai pris le journal de Tom, que j'avais caché depuis le jour où je l'avais trouvé, comme preuve. Je lui ai montré le journal et lui ai raconté toute l'histoire, depuis les prêts que Tom avait contractés jusqu'à son abandon de l'université après la première année. Mon père, en entendant cela, s'est pris la tête entre les mains, essayant de comprendre tout cela. Nous avons finalement décidé que ce n'était pas le bon moment pour ramener Tom à la maison, du moins jusqu'à ce que mon père puisse faire face à toute la fraude de Tom. Pendant les 3 jours suivants, mon père est resté en contact avec la tante de Tom pour avoir des nouvelles de lui. Le comportement de la tante a changé envers mon père après 1 jour ou 2, et en demandant pourquoi, elle a révélé que Tom lui avait raconté la raison pour laquelle il avait fui la maison. Mon père,
perplexe, lui a demandé pourquoi elle lui parlait si froidement, et elle a répondu qu'elle ne pouvait pas vouloir parler à quelqu'un qui traite son fils aussi durement et pratique si ouvertement le favoritisme envers sa belle-fille. Mon père s'est mis très en colère à ce sujet et a demandé à la tante de Tom de se taire. Il lui a raconté la vérité, mais elle ne l'a pas cru au début. Une fois qu'il lui a envoyé les faux rapports que Tom avait fabriqués, elle s'est tue et a dit qu'elle parlerait à Tom dès qu'elle serait rentrée du travail. Cette même nuit, mon père a reçu un appel de la tante de Tom, qui lui a dit que Tom était parti de chez elle discrètement pendant qu'elle travaillait, emportant avec lui une grosse somme d'argent qu'elle avait cachée pour les urgences dans un tiroir. Elle a aussi dit qu'il lui avait laissé une lettre disant qu'il se rendait chez ses grands-parents dans un autre état et qu'il lui serait reconnaissant si elle ne disait rien à son père. Mon père était tellement frustré par Tom et ses manigances qu'il a décidé de ne pas perdre de temps à essayer de découvrir où il était. Il a directement appelé ses parents, mais ils n'ont pas répondu. Mes grands-parents n'utilisent que très peu la technologie moderne, et même les téléphones qu'ils possèdent sont uniquement pour les urgences. Alors, mon père leur a écrit une lettre, leur demandant de l'appeler dès que Tom arriverait chez eux. Mise à jour 2. Cela fait maintenant une semaine depuis la dernière mise à jour, et beaucoup de choses se sont passées. Mes grands-parents habitent dans un état proche, donc la lettre est arrivée en 2 jours. Tom était arrivé chez eux avant la lettre et n'avait aucune idée de son existence. Il leur a raconté la même histoire selon laquelle papa ne le traitait pas bien, et ils ont choisi de le croire. Ils ont appelé mon père et lui ont demandé de venir les voir dès que possible, car c'était urgent. Mon père m'a emmené avec lui, et nous avons pris l'avion le soir même. Dès notre arrivée, mon père a immédiatement cherché Tom, mais il était introuvable. Ma grand-mère nous a laissés entrer dans le salon et a demandé à mon père de se calmer. Mon grand-père lui a dit que Tom était en sécurité dans sa chambre, mais qu'il ne voulait pas nous voir, car il avait peur que quelque chose de terrible se produise si nous nous rencontrions. Mon père a immédiatement raconté toute l'histoire, comment Tom avait fui en volant de l'argent à sa tante, avec des preuves, et comment il devait rendre des comptes. Mon grand-père a dit qu'il savait que cette histoire était fausse, car selon Tom, mon père prévoyait de me laisser tout dans son testament. Mon père a essayé de les convaincre que c'était un mensonge, mais Tom avait obtenu des documents falsifiés affirmant que mon père me laissait tout. Mon père a tenté d'expliquer qu'il n'avait jamais fait de testament, mais tous ses efforts étaient vains. Après de longues discussions et sans voir Tom, nous avons décidé de partir. Avant de quitter la maison, ma grand-mère a dit à mon père qu'elle prévoyait de donner à Tom tout l'héritage qui devait revenir à mon père. Mon père était choqué, et il semblait qu'il s'était ému à l'idée que sa propre famille se soit retournée contre lui. Mais il se sentait tellement vaincu devant son père qu'il a décidé de partir sans dire un mot. En partant, nous avons vu Tom nous regarder depuis la fenêtre de sa chambre avec un visage plein de remords. Mon père était extrêmement stressé par tout cela, et je me sentais mal d'être la porteuse de telles nouvelles. Je l'ai consolé, et il m'a dit que rien de tout cela n'était de ma faute, et que je devais me préparer pour l'école de médecine le mois prochain. Mise à jour 3. J'écris cette mise à jour quelques jours après la dernière. Nous n'avions eu aucun contact avec Tom ou ses grands-parents, et honnêtement, à ce stade, mon père et moi voulions simplement tourner la page. Je faisais mes valises pour l'école de médecine, tandis que mon père se concentrait sur son travail. Un jour, mon père a reçu un appel manqué de ses parents. Comme ils n'utilisent pas beaucoup leur téléphone, il a immédiatement pensé au pire et les a rappelés, très inquiet. Ma grand-mère était en pleurs au téléphone et ne pouvait rien dire, alors mon grand-père a pris la parole, avec une voix tendue, pour expliquer ce qui s'était passé. Apparemment, juste après notre départ, Tom était descendu de sa chambre et avait fondu en larmes devant eux. Il leur avait dit qu'il ne réussirait jamais sans argent, et que ses rêves de devenir médecin s'effondraient. Pris de pitié pour lui, et sous l'influence de ses manipulations, il lui avait signé un chèque de 50 000 $, qu'il lui avait donné uniquement pour les urgences. Le lendemain, Tom était de nouveau parti avec le chèque. Cette fois-ci, il n'avait laissé aucune note ni explication. Mes grands-parents avaient tenté de l'appeler, mais son téléphone semblait constamment éteint. Mon père leur a demandé de se calmer et a décidé de prévenir tout le monde sur Tom pour éviter qu'il ne puisse manipuler qui que ce soit d'autre. Il est rentré plus tôt à la maison ce jour-là et a rédigé un message décrivant tout ce que Tom avait fait jusqu'à présent, y compris le vol à sa tante et à ses grands-parents. Le message a reçu beaucoup d'attention.
Il a ensuite appelé la tante de Tom et l'a invitée chez nous, ainsi que ses parents, qui prenaient l'avion ce soir-là. Lorsqu'ils se sont réunis, mon père leur a demandé s'ils avaient reçu des appels de Tom, ce qu'ils ont tous nié. Il leur a ensuite suggéré de porter plainte contre Tom pour récupérer l'argent volé, car ils ne voyaient pas d'autre moyen de le retrouver. Après de nombreuses hésitations et délibérations, ils ont accepté de déposer une plainte. Ils sont allés à la police et ont porté plainte pour vol et falsification de documents. Les grands-parents de Tom se sont excusés auprès de mon père pour ne pas l'avoir cru plus tôt, et il a décidé de prendre en charge le dossier en leur nom. Ils sont partis le lendemain. Mise à jour 4. Je sais que cette mise à jour est en retard, mais j'ai été occupée par l'école. Je l'écris maintenant que je suis de retour à la maison pour les vacances de Noël. Jusqu'à mon départ pour l'école, il n'y avait pas eu de nouvelles sur Tom ni sur son sort. J'étais un peu réticente à laisser mon père seul pour gérer la situation, mais il m'a assuré qu'il me contacterait s'il avait besoin de moi. Un jour après mon départ, mon père a reçu un appel d'une prison dans un autre État, disant que Tom avait appelé. Il a pris l'appel, et Tom a immédiatement commencé à pleurer, expliquant pourquoi il se trouvait là. Apparemment, après avoir fui la maison de ses grands-parents, Tom s'était rendu dans une ville proche de notre ville natale pour rester chez des amis de l'université et jouer dans un casino local. Après avoir subi de nombreuses pertes et manqué d'argent, il a tenté de cambrioler une maison vide, mais les propriétaires l'ont vu à travers une caméra de sécurité et ont appelé la police. Tom a dit qu'il ne se souvenait que du numéro de téléphone de son père, et c'est pourquoi il l'avait appelé pour payer sa caution. Mon père était horrifié par son audace et a raccroché sans donner de réponse. Il a immédiatement appelé la police pour leur dire que Tom avait été arrêté pour vol, et a demandé si cela signifiait qu'il pouvait également être poursuivi pour avoir volé ses grands-parents et sa tante. L'officier a dit qu'il vérifierait et lui en ferait part. Quelques heures plus tard, mon père a appris que Tom avait été acquitté de l'accusation de vol, car les propriétaires de la maison avaient réalisé que le vol avait été planifié par leur propre fils, et ils avaient retiré la plainte pour éviter que leur fils ne soit envoyé en prison. Tom serait donc jugé pour avoir manipulé et volé de l'argent à ses grands-parents et à sa tante. Mon père a eu la chance de parler à Tom avant qu'il ne soit envoyé en prison, et il ne lui a pas posé beaucoup de questions. Il lui a simplement dit de ne pas attendre quoi que ce soit de lui, et qu'il ne reprendrait pas contact, du moins jusqu'à ce que le procès soit terminé. Tom a été arrêté et accusé de plusieurs crimes de fraude, de vol et même de vol d'identité. L'affaire est rapidement devenue un point d'intérêt dans la petite communauté, non seulement à cause du crime, mais aussi à cause de la trahison de Tom envers sa propre famille. Le procès a été programmé pour 2 semaines après la conversation entre Tom et mon père. Les grands-parents de Tom n'ont pas pu assister à la première audience, mais mon père et la tante de Tom étaient présents au tribunal. Le ministère public a présenté un dossier convaincant, montrant des preuves des documents falsifiés, une copie de la transaction de $50 000 et la note que Tom avait laissée à sa tante, admettant qu'il avait pris l'argent. Ils ont dépeint Tom comme une personne manipulatrice et trompeuse, qui avait profité de la confiance de sa famille à des fins personnelles, ce qui, bien que sévère, était absolument vrai. Lors de la séance suivante, la tante de Tom et ses grands-parents ont témoigné, affirmant qu'ils avaient fait confiance à Tom et l'avaient aidé dans son moment de besoin, seulement pour qu'il profite de cette opportunité pour obtenir de l'argent. Mon père a également témoigné, pleurant en expliquant ce que Tom avait fait de l'argent destiné à son éducation, ce qui a convaincu le jury. La défense a soutenu que Tom n'était pas un criminel dangereux, mais un homme désespéré qui avait pris de mauvaises décisions sous une forte pression financière. Ils ont présenté la version d'un homme qui était tombé dans des moments difficiles, suggérant que ses actions, bien que mauvaises, n'étaient pas motivées par la malice, mais par le désespoir. L'avocat de Tom a insisté sur son absence de casier judiciaire, appelant le jury à la clémence. Le procès a duré plusieurs semaines, avec des témoignages d'experts financiers, de témoins de moralité et d'analystes légistes. Le jury a délibéré pendant 2 jours avant de rendre son verdict, coupable de toutes les accusations. Le juge, bien qu'il ait reconnu l'absence de casier judiciaire de Tom et les circonstances difficiles, a souligné la gravité du crime et la rupture de confiance. Tom a été condamné à 5 ans de prison, avec la possibilité de liberté conditionnelle après 1 an pour bonne conduite, et il a été condamné à rembourser l'argent à sa tante et à ses grands-parents, ce qui, à ce stade, pourrait prendre des années.
Mon père a parlé à Tom avant qu'il ne soit emmené en prison. La seule question qu'il lui a posée a été « Pourquoi ?». Tom a répondu qu'il s'était senti seul toute son enfance, et qu'au lycée, il avait développé des amitiés avec des personnes impliquées dans les drogues et autres activités. C'est à ce moment-là qu'il avait commencé à jouer, et il avait utilisé cet argent pour maintenir un style de vie au-delà de ce que son père pouvait réellement lui offrir. Il a dit qu'il ne savait pas quand les jeux avaient cessé d'être amusants et étaient devenus une addiction, et que, pour ne pas perdre ses amis à l'université, il avait commencé à parier bien plus que ce qu'il pouvait se permettre, en contractant des prêts auprès de personnes douteuses. Il a continué en disant que les prêts devenaient de plus en plus importants par rapport à l'argent que notre père lui envoyait, et que la seule option qu'il lui restait était de rembourser avec l'argent des frais de scolarité. Il a affirmé qu'il avait compris que sa fraude serait révélée après que j'ai passé l'examen d'entrée. En voyant ce que sa vie aurait pu être, il est devenu extrêmement jaloux, et à ce moment-là, il a utilisé ses contacts pour obtenir de faux rapports médicaux me déclarant malade. C'était le début de l'effet domino, et les résultats étaient sous les yeux de tous. Mon père n'était pas en état de dire grand-chose et s'est simplement éloigné. Mise à jour 5, finale. Ceci sera la dernière mise à jour. Cela fait maintenant 6 mois que Tom a été condamné. Mon père et ses parents ont complètement coupé les ponts avec Tom et ne l'ont pas visité en prison. Sa tante, cependant, a encore pitié de lui et lui rend visite de temps en temps. Tom m'a écrit une lettre depuis la prison, car il savait dans quelle université j'étudiais. Dans la lettre, il s'excusait pour tout ce qu'il avait fait, et tentait de raviver une relation avec moi, la seule famille qui lui restait. J'ai décidé de lui rendre visite une fois, et quand je l'ai vu, il s'est excusé profondément. Je lui ai dit qu'il n'y avait jamais eu de relation entre nous pour commencer, donc il ne devait pas penser que notre rencontre signifiait le début de quelque chose de nouveau, du moins jusqu'à ce que je puisse surmonter tout cela. Il a accepté, et nous avons décidé de prendre notre temps pour reconstruire notre relation. Il a mentionné que me voir travailler pour mon avenir l'avait amené à reconsidérer ses décisions, et qu'il voulait poursuivre ses études depuis la prison. Il m'a demandé si je pouvais lui envoyer quelques ressources pour l'aider à étudier au fil des années, et j'ai dit oui, car je crois que les gens méritent une seconde chance. J'en ai parlé à mon père, et bien qu'il n'était pas très heureux, il m'a dit qu'il n'interviendrait pas tant que j'étais d'accord avec cela.